Bienvenue sur Discussion d'ingénieurs, le podcast qui décrypte l'intelligence artificielle avec des ingénieurs. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle verte, de développement durable et du paradoxe entre une croissance de l'IA folle et une couche technologique qui se veut la plus durable, la plus responsable possible. Cela avec un invité exceptionnel, Philippe Desmaisons, qui est le directeur France du développement durable chez AWS, Amazon Web Services, qui est le plus gros fournisseur mondial de cloud. Voici 3 extraits. Je dis souvent, le cloud, en fait, on est le transport en commun de l'IT. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on voit souvent le cloud comme étant quelque chose qui est souvent dit énergivore, etc. En fait, oui, enfin, c'est comme si on pourrait dire qu'un train est énergivore. Oui, un train consomme plus qu'une voiture électrique. Mais en fait, on va transporter beaucoup plus de passagers. Deuxième élément par rapport à ta première question, comment je peux limiter l'impact, c'est que tous les modèles ne se valent pas en termes d'impact. En fait, l'inférence, c'est traverser le modèle et faire plein de calculs. Donc, toutes ces logiques de neurones qui sont reproduits. Donc, petit calcul, petit GPU, petite empreinte. Dès lors qu'on travaille sur des quantités de calculs énormes, faire quelques changements d'architecture purement au niveau du silicium peut changer la donne. Cette discussion, elle est particulièrement intéressante pour comprendre la technologie derrière l'intelligence artificielle. Car Philippe, c'est pas n'importe qui, c'est un expert. Il est tombé dans la programmation dès ses 7 ans, il a eu une carrière folle, il a géré des centaines d'ingénieurs et d'architectes, et maintenant, c'est le porte-parole d'une architecture la plus durable possible. On va donc parler d'impact environnemental de l'IA, du coût du cloud, des systèmes de refroidissement, des puces spécialement entraînées à faire de l'IA, du mix énergétique, et aussi on va finir avec les 6 piliers, les 6 solutions pour faire du Green IT, de la technologie la plus durable possible. Je te souhaite donc une très bonne écoute et on commence tout de suite avec Philippe qui nous explique la différence entre CPU et GPU parce que c'est important pour l'IA qui utilise principalement des GPU. Comprenons pourquoi. C'est Compute, Processing Unit, donc c'est un processeur, donc ce que vous avez dans votre laptop. Il y en a même aussi dans les téléphones, les smartphones. C'est la partie qui va en fait faire la partie mathématique. Donc le CPU, pendant des années, on n'avait que ça. Et puis après sont arrivés les GPU pour Graphical. Et donc le Graphical Processing Unit, en fait, c'est au départ, comme son nom l'indique, c'était pour pouvoir travailler sur la partie graphique. On s'est rendu compte que le CPU, il perdait beaucoup de temps pour ça, il n'était pas très bien calibré pour ça, puisque c'est très matriciel en fait. Donc on a dit, on va faire en fait une partie hardware spécifique pour ça. Donc d'ailleurs, les gamers connaissent très bien les GPU, donc avec des marques très connues comme historiquement donc AMD, Nvidia et puis et d'autres. Donc ce qui est important, c'est que on est parti de la partie graphique. Et puis après, on s'est rendu compte que dans le monde de l'IA, bien l'ensemble de tout ce qui concerne les calculs sur les fameux modèles, donc on a fait du deep learning par exemple à l'époque avant de faire de l'IA générative, c'est très matriciel. Et en fait, on s'est rendu compte que les GPU étaient très forts pour en fait calculer tous ces éléments-là qui concernent la partie intelligence artificielle. De ce fait, un acteur qui au départ faisait des cartes graphiques comme Nvidia est devenu incontournable sur la partie purement intelligence artificielle. C'est un peu le GPU, c'est comme le carburant de la voiture, le GPU c'est la même chose par rapport à l'intelligence artificielle et le CPU serait la même chose par rapport aux ordinateurs. Exactement, très bonne image. Deuxième question Philippe. Est-il possible de concilier une croissance exponentielle de l'IA avec le développement durable? De l'extérieur, ça paraît paradoxal, presque impossible. Est-ce qu'on peut mener les deux? De toute façon, je vais te dire, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que nous, on est dans une logique de mise à disposition de matériel informatique. On est en mode self-service. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Je vais être un petit peu provocant, mais en fait, chez AWS, on ne vend rien. On met à disposition. Les clients en self-service l'utilisent, que ce soit des clients de type personnel, utilisateur ou alors des entreprises. Et à la fin du mois, on leur envoie une facture. Donc à nous, par rapport à ce service-là, d'essayer, et on pourra revenir dessus, de faire que ces usages soient adaptés, les plus sobres possibles, et que nous, ces usages, on puisse minimiser l'impact. Et on a plusieurs éléments, même si c'est sûr que ça nous a obligés à retravailler l'architecture de systèmes de refroidissement, retravailler sur l'approvisionnement d'énergie en énergie renouvelable de manière conséquente et suffisante. Donc oui, ça reste quelque chose qui est difficile au quotidien, mais qu'on appréhende. Voilà. Oui, c'est un peu l'équivalent du Vélib, enfin de l'autolib en tout cas. Il y a une mise à disposition, il y a beaucoup de demandes, une demande qui explose. Et forcément, quand on a un parc de beaucoup de voitures ou de vélos, on essaie de gérer au mieux et de faire le maximum.
On va revenir sur les solutions concrètes, sur ce qui se passe derrière dans les coulisses d'AWS. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Parce que comme tu me l'as dit au départ, tu as commencé dans la tech pure, pas du tout dans le développement durable. Et déjà, d'où est-ce que tu viens en France justement, et quel a été ton chemin à peu près rapidement jusqu'à AWS? Alors, on va faire ma vie, mon œuvre en quelques minutes. Moi, j'ai eu la chance énorme, dès l'âge de 7 ans, de savoir que je voulais devenir informaticien. Le premier ordinateur que j'ai vu, c'était un PET Commodore. Et mon père me l'avait ramené de son travail. Et quand j'ai vu ce truc-là, voilà, je suis tombé amoureux. Donc, on pouvait coder en basique. Voilà, je me souviens de manière un peu émue de ma première boucle et puis du premier bip, hein. Donc, sachant que mon père m'avait dit, voilà, il y en a deux, lequel tu préfères? Il y en a qui fait bip, l'autre pas bip. Donc, moi, je voulais celui qui faisait bip. Donc, juste pour dire que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi, et donc j'avais qu'un seul objectif, c'était de faire de l'informatique. Et assez rapidement, j'ai compris tous les mécanismes sous-jacents de langage, de compilation, et ensuite tout ça. Donc, mon rêve, pour être très clair, c'était d'écrire un compilateur. Voilà. Donc, tout petit. Voilà. Waouh. Et donc, par rapport à ça, en fait, ma carrière, entre guillemets, n'a été dirigée que par ça. Donc, dans mon parcours, j'ai fait un bac général, filière mathématiques. J'ose pas dire le nom parce que ça voudrait dire que je suis très ancien, parce que voilà, c'était pas les spécialités, c'était pas le bac S, hein, on appelait ça le bac C à l'époque. Donc, que je suis pas vraiment tout jeune, tout jeune. Et ensuite, en sortant, en fait, je voulais faire de l'informatique tout de suite. Comme je voulais devenir ingénieur, un des rares moyens pour devenir ingénieur à l'époque, c'était de faire soit des prépas, mais prépa, ça voulait dire faire encore des années sans informatique, et ça, c'était pas possible pour moi. Donc, j'ai fait un IUT informatique pour pouvoir tout de suite apprendre à coder dans le dur. Et après, j'ai fait une admission parallèle à l'Université de technologie de Compiègne, un UTC, l'UTC de Compiègne. Pourquoi? Parce que c'était la seule école qui était à la fois une école d'ingénieur et une université où on choisissait ses unités de valeur, en fait, ses cours, en fait, Ouais, ouais. et proposer des cours pour écrire un compilateur. Ah ouais, donc vraiment, on est Voilà. Comment j'ai resté. choisi mon école. Et ça reste toujours une école hors du commun, très honnêtement. Je suis assez proche de mon école. Je donne même des cours à l'UTC sur la partie Green IT. Ça reste pour moi voilà, un élément extrêmement important de ma carrière parce que ça m'a appris à apprendre. Même, tu vois, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle à l'UTC des TX. Donc, ce sont des unités de valeur où en fait on va voir un enseignant-chercheur, puisque c'est une école universitaire, donc il y a des enseignants-chercheurs. Et on a le droit d'avoir, alors maintenant on appelle ça des crédits ECTS, mais bon, à l'époque c'était des UV. Et en fait, on travaille sur un sujet de recherche. Et donc c'était en 1993. Et j'ai codé pour la première fois en fait un réseau de neurones qui apprenait à jouer au tic-tac-toe automatiquement. À l'époque, il y avait Donc, déjà des réseaux de neurones? alors ben oui, mais de manière universitaire, oui, bien sûr, enfin dans la recherche. Et Ah oui, donc c'est parce que c'est les capacités là, qui ont augmenté tellement que depuis, et enfin, les capabilities des réseaux de la ah oui, technologie sachant que sous-jacente là, nous, on a codé, ouais, on a codé en C des réseaux de neurones à la main et après une machine faisait la partie apprentissage. Et donc, on a codé ça, on était deux avec Et donc, mais tu vois, il n'y avait pas du tout de GPU, comme on appelle ça, il n'y avait pas du tout de mécanismes qui existent aujourd'hui, hein, qui sont des super bibliothèques pour pouvoir, d'un claquement de doigts, faire son réseau. Donc là, nous, on travaillait sur le nombre de couches, la largeur, et ainsi de suite. Sachant que c'était assez simple, hein, puisqu'en fait, on avait en entrée la grille de 3 par 3, hein, et après, à la fin, on avait finalement juste des positions. Aujourd'hui, ça ferait rigoler, si tu veux. Mais donc voilà, mon bien sûr, mais parcours, c'est quand même impressionnant. Enfin, les progrès technologiques ont rendu ça sûrement plus simple, mais de le faire à l'époque, c'était incroyable et c'était toujours dans la lignée de ton rêve de faire un compilateur et de travailler dans l'informatique. exactement. Sachant que donc, j'ai écrit ce fameux compilateur, et ce qui était très intelligent, c'est qu'on a écrit d'abord une machine virtuelle avec son propre langage d'assembleur, et après on a écrit un compilateur. Donc c'était 2 semestres voilà, de cours. Enfin bon, peu importe. Là, je raconte un peu ma vie, mais donc après donc l'UTC, j'ai eu à l'époque ça existait, j'ai dû faire mon armée et je l'ai fait donc. Au CNRS, en fait, j'ai eu la possibilité de le faire pendant un an au CNRS et j'ai appris pas mal de choses d'ailleurs. C'est parce qu'à l'époque, il y avait le service militaire obligatoire, on pouvait faire un service militaire en fait en recherche, c'est ça? En fait, quand on était ingénieur, on pouvait avoir en fait ce qu'on appelait être scientifique du contingent et Ah, ok. en fait que j'avais la possibilité de faire ça. Donc je l'ai fait à l'Institut d'astrophysique de Paris
Et j'ai travaillé sur des machines qui étaient assez puissantes à l'époque, c'était très intéressant. Euh, et donc, travailler avec des logiques open source et ainsi de suite. Donc, là que j'ai découvert aussi toute la partie open source. Tout ça pour dire que je me suis dit, il faut que je continue dans l'arène technologique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais toujours cette idée, je ne veux pas être quelqu'un qui va regarder les acteurs de l'IT dans l'arène technologique, voilà, entre guillemets, se battre avec de la technologie. Je voulais faire partie des gladiateurs, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça que j'ai postulé chez Sun Microsystems à l'époque. Donc, bon, les gens connaissent assez peu Sun Microsystems aujourd'hui, qui est une entreprise qui n'existe plus. En fait, c'est quand même une entreprise qui a créé Java, hein, Sun Microsystems, et qui donc après s'est fait racheter par Oracle. Mais en fait, Sun Microsystems, par exemple, j'ai développé en Java version alpha pour des journalistes pour leur montrer le multithreading. Donc c'était voilà, quand je dis que je suis tech, voilà, j'ai vraiment c'était mon truc. Et là, j'ai appris en fait à travailler en accompagnement des clients et à faire de l'architecture à l'époque hardware. Mais c'est incroyable. Donc tout ça t'amène au final à travailler dans une entreprise, à rester dans l'arène des gladiateurs, dans la tech. Et comment est-ce que tu entends parler d'AWS à l'époque? Qu'est-ce que ça faisait à l'époque? Parce que c'est énorme maintenant, hein. C'est le leader dans le cloud, si je ne m'abuse. Alors, différents chiffres online, différentes enquêtes le mettent entre 30-35% du marché. Ça dépend des enquêtes, j'imagine. Et il y a forcément différentes manières de compter. Mais l'un des leaders du cloud mondial, évident. Mais à l'époque, c'était comment quand tu es rentré chez eux? Alors, en fait, donc, juste après Sun, j'ai travaillé donc, chez SUSE Linux dans la partie open source. Et donc, j'ai fini au bout de quelques années donc, directeur technique et j'avais dans mes équipes embauché un garçon extrêmement brillant que j'avais eu comme stagiaire avant. J'avais m'étais un peu battu pour qu'il y ait un poste, etc. Et au bout de 2 ans, il vient me voir en me disant, bah, Philippe, je suis désolé, je m'en vais. Ah, je dis, ah non, tu ne peux pas me faire ça. On a fait des pieds et des mains pour que tu puisses, tu avais envie de travailler ici. Puis il me dit, oui, mais je suis super heureux ici, mais là, on vient de me faire une offre que je ne peux pas refuser. Et en fait, il venait d'être embauché chez AWS, qui venait de débarquer en France, puisque AWS a commencé à avoir son premier bureau en France en 2011. Donc j'ai suivi sa première année chez AWS, puisqu'on se voyait régulièrement, puis ça m'a donné envie en fait. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une dimension du self-service et surtout du cloud programmable en fait. C'est-à-dire que l'infrastructure devenait vraiment du code, et je me suis dit ça, c'est majeur. Et bah, en fait, j'ai postulé après et je l'ai rejoint en 2013 chez AWS en tant qu'architecte solution. Et après, bah, bon, bah, de fil en aiguille, je suis devenu manager des architectes et j'ai quitté ce poste de management. Donc, j'ai eu plusieurs niveaux de management, etc. Donc, il y a maintenant 4 ans. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'aime bien voir des clients, faire de l'architecture, faire de la tech. Et c'est vrai qu'un poste de management, aussi intéressant soit-il, hein, quand j'ai pris le poste de la partie leader des architectes pour la France, il y avait une vingtaine d'architectes. 3 ans après, dans mon organisation, il y en avait une petite centaine, sachant que d'un point de vue fonctionnel, des architectes, il y en avait plus de 200 à l'époque. Donc, on n'était plus dans la même dimension. De la même manière, quand je suis arrivé en 2013, on était de moins de 20 au total chez AWS en France. Aujourd'hui, on est plus de 1000. Donc, il y a vraiment effectivement un changement de dimension. Et c'est là que j'ai eu une prise de conscience très personnelle et familiale sur toute la partie développement durable. Et le fait que je pouvais agir, moi, dans mon métier. Et je l'ai proposé, et ça c'est aussi une particularité de la boîte dans laquelle je travaille, c'est qu'on est maître de sa propre carrière et qu'on peut proposer des choses. Et donc, on avait une vraie demande de la part de nos clients en France sur ce sujet. Et donc, ben, on a trouvé quelqu'un pour me remplacer à mon poste de responsable de l'architecture. Et on a fait une tentative de créer un poste pour voir si ça correspondait bien aux attentes des clients, pour pouvoir justement les accompagner sur tout ce sujet-là. Donc, de Green IT, on va dire, de manière générale. Et puis maintenant, ça fait 4 ans et je suis extrêmement occupé et on a voilà, une appétence en France, un savoir-faire aussi, on peut en reparler, hein, du tissu associatif, des entreprises qui sont reconnues dans le monde entier pour ça. Qui fait que bah, mon poste aujourd'hui est un poste qui a une continuité, mais voilà, je n'ai pas fait d'école des développements durables parce que je ne fais pas du développement durable, je fais du Green IT. Et puis faire de l'architecture avec une logique de limiter l'impact, de travailler pour pouvoir en fait, la réarchitecturer pour la rendre en fait, moins impactante et surtout alignée par rapport à la demande.
Tout ça, c'est de la tech. Oui, et l'architecture est d'autant plus importante et a un impact direct par rapport au sujet de l'intelligence artificielle parce que tous les projets d'intelligence artificielle ont besoin de se reposer sur une architecture et donc plus elle est verte, mieux c'est au final pour tous les acteurs impliqués. Je pense qu'il est temps d'aller sur la partie IA et AWS et services du cloud. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que AWS fait et ensuite plus spécifiquement ce qui est lié à l'IA? Alors, de manière générale, AWS, c'est l'inventeur de la notion de cloud. Alors, ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est qu'en fait, le mot cloud n'existait pas quand, en 2006, AWS. Donc, c'est ça qu'il y a Web Services, parce qu'à l'époque, la notion de cloud n'existait pas. Donc, en fait, on parlait de Web Service. Donc, le cloud d'AWS, bien sûr qu'il y a de l'IA. Il y a de l'IA d'ailleurs depuis très longtemps. On parle beaucoup d'IA maintenant, mais on parle beaucoup d'IA générative, en fait. Mais l'IA a démarré bien avant l'IA générative. Sachant que le groupe Amazon est un des clients d'AWS. Donc AWS, avant de travailler sur la partie IA, ça reste la notion de cloud, c'est-à-dire de mettre de l'informatique à la demande disponible partout dans le monde et de manière programmatique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des entreprises qui aujourd'hui sont mondiales et qui n'ont en fait aucun serveur qui leur appartient. Donc on peut prendre une boîte comme Netflix, par exemple, c'est zéro serveur en propre. Tout est mis à disposition. Et donc, il y a ces notions de flexibilité, c'est-à-dire je vais payer que ce que, voilà, je paye à la demande, je paye que ce que je consomme. Donc, en fait, l'offre d'AWS, de manière générale, ce sont des services fondationnels. Historiquement, le premier service d'AWS, c'est Amazon S3. Alors, les gens connaissent peu ou pas ce service-là, s'ils ne sont pas dans l'informatique, mais cela dit, parfois, on a des liens où on peut télécharger des documents, puis on voit qu'il y a S3 dans le lien. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle un object store, c'est-à-dire qu'en fait, si vous connaissez maintenant la notion de Drive, si vous êtes client de Dropbox, ce genre de choses, pendant des années, Dropbox était que sur Amazon S3. Donc aussi Apple a, il n'y a pas longtemps, dévoilé le fait que iCloud était en partie sur Amazon S3. Donc tous ces éléments-là font que ces services fondationnels, petit à petit, quand je suis arrivé en 2013, il y en avait moins d'une dizaine, maintenant il y en a plus de 200. Et donc, dans ces 200 services, on en a spécifique, bien sûr, sur la partie intelligence artificielle depuis très longtemps. Mais juste pour dire que tu as cité, et je vais revenir un peu sur l'offre en elle-même, mais tu as cité des noms de services qui sont très orientés intelligence artificielle, mais ce qui est très important, c'est pas de data, pas d'IA. Et en fait, la notion de gestion de la donnée, tout est sur Amazon S3, justement. Et le fait qu'on puisse travailler sur Amazon S3 sans jamais se soucier de la disponibilité, de la quantité, je veux dire, il n'y a pas de file system full dans Amazon S3, hein. C'est-à-dire la naissance, c'est-à-dire de dire je veux toujours quelque chose qui soit toujours disponible, je ne perdrai jamais mes données, et puis je vais pouvoir aller le chercher quand je veux et pas m'embêter avec une taille quelconque. Et là, on paye en fait à la surface en gigas que j'occupe sur Amazon S3 par mois, hein. C'est quelques centimes par giga par mois. Et après, aux millions de transactions que je vais avoir pour aller chercher via HTTP, le protocole, pour aller chercher les données. Donc, dans tout ça, sont arrivés plusieurs types de services d'intelligence artificielle, à commencer par la partie hardware. Donc, tu as bien, voilà, donc c'est vrai que la première couche de mise à disposition, et qui aujourd'hui est importante pour beaucoup d'acteurs, c'est le fait d'avoir processeur et GPU, on revient à ce qu'on parlait tout à l'heure, à disposition, tant pour la partie training que inférence. Alors, je ne sais pas On si va tu veux redéfinir qu'on... juste les termes très rapidement. Enfin, tu peux. Grosso Ouais. modo, la partie training, alors c'est vrai que maintenant, avec l'IA générative, la partie training, elle est, en fait, maintenant, elle est très, très, très automatisée, hein. Il y a de moins en moins d'interventions humaines, hein. À une certaine époque, il fallait labelliser, etc. Là, maintenant, sur la partie IA générative, donc ce qu'on appelle faire un training, on parlait des réseaux de neurones tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une logique d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, on a des modèles qui ont voilà, énormément de paramètres, et il va falloir que ces paramètres, on part un peu au hasard, et après, il va falloir apprendre à ce modèle-là de réseau de neurones à répondre à une problématique. Donc pour ça, c'est une particularité de l'IA générative. On va, aujourd'hui, grosso modo, on lui donne tout Internet et puis plein d'autres choses à apprendre. Et donc, c'est toute cette partie d'apprentissage. Donc, si on fait simple, parce qu'on parle de modèle de langage, LLM, hein, Large Language Model,
On va dire que grosso modo, on va apprendre au modèle à essayer de deviner quel est le mot d'après d'une phrase qui est déjà connue, quoi. Donc on va cacher des mots et puis on va essayer de faire que le modèle puisse prédire le mot d'après, hein. Le petit chat est vivant ou mort. Bon, bah, finalement, c'est souvent le petit chat est mort parce que c'est Molière, donc il va essayer de dire vivant, on va lui dire non, non, et on va lui faire donc modifier son modèle pour que à la fin, Mm. on lui dit c'est bien, le petit chat est mort, c'est bien. Ouais. Il y a Et souvent plus de chances que ça arrive. c'est un peu donc, la location de processeurs et de GPU, donc c'est l'équipement, vous permettez de fournir à la demande des équipements pour entraîner ou faire que l'IA en faire. Donc l'entraînement, comme tu as dit, c'est OpenAI par exemple, pour prendre un nom, mais il y a différents compétiteurs. OpenAI qui fait ChatGPT, ils entraînent différents modèles. Ça, c'est la partie entraînement qui se fait, qui peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de ressources et qui mobilise énormément. Et on va revenir ensuite sur l'aspect impact environnemental, bien sûr. Et l'inférence, ce qu'on appelle l'inférence, c'est quand un utilisateur utilise ChatGPT, pose une question et veut avoir une réponse. Utilise le modèle, exactement. C'est ça. Utilise le modèle, donc ça veut dire que le modèle il a été figé et ensuite on l'a utilisé. Alors si on fait juste une petite parenthèse sur l'impact justement de l'un et de l'autre, au tout début, bah déjà les modèles, il fallait apprendre à le faire, donc l'ensemble n'était pas toujours très très robuste d'un point de vue logiciel, donc il n'y avait pas beaucoup d'inférences parce que c'était pas très très connu. Donc, on se mobilisait en disant, non, voilà, le training, ça prend des heures et des heures et des heures, c'est horrible, et ainsi de suite. Bon, juste pour donner une idée, nos amis de Data for Good, qui est une excellente association française, hein, donc on partageait quelques chiffres qui sont intéressants, juste à titre d'illustration, hein, c'est pas des chiffres qui sont donnés par AWS du tout, hein, c'est Data for Good, mais je pense qu'ils illustrent bien, en fait, la problématique. Donc, par exemple, on prend GPT-3. GPT-3, le fait de fabriquer GPT-3, c'est 500 tonnes de CO2 qui a été calculé en fait par nos amis de Data for Good. Donc on va dire, c'est beaucoup, hein. Juste pour donner un ordre d'idée par rapport à ça pour tes auditeurs. 500 tonnes, un aller-retour Paris-New York en avion, c'est 2 tonnes. D'accord? Ok. Donc un aller simple, c'est 1 tonne. Donc ça fait, on va dire, ouais, donc c'est par passager. Donc ça veut dire que si on dit qu'il y a 200 ou 250 passagers par avion, ça veut dire un aller-retour, 250 personnes dedans. Ouais. Enfin, on voit que donc c'est vrai que ces chiffres-là étaient impactants, etc. Mais Bah, enfin, si c'est un entraînement qu'après on peut l'utiliser, c'est pour un vol d'avion, enfin, ça paraît pas si cher que ça, entre guillemets. Mais ce qui est très intéressant, c'est de regarder le premier mois, le premier mois où GPT-3 a été mis à disposition. Et là, on voit tout de suite que c'est une autre affaire, puisque en janvier 2023, le premier mois d'usage, c'est 10 000 tonnes. Voilà. Donc là, on voit qu'on travaille dans une autre dimension. C'est x20. Donc, alors encore une fois, ça peut paraître beaucoup, 10 000 tonnes et ainsi de suite. Il y a des millions d'utilisateurs, il ne faut pas le voir de manière absolue, hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, en fait, on voit que l'inférence est importante. Et ça, je pense que c'est un des éléments majeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup du training. Mon message, hein, c'est-à-dire on parle beaucoup du training, mais en fait, parlons de l'inférence. Et l'inférence, il y a des solutions. Pour ça, on pourra revenir dessus tout à l'heure, hein, pour minimiser l'impact de ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est que souvent, on dit, ouais, non, mais c'est le training qui prend. Voilà. Non, c'est pas le training. En fait, c'est que l'inférence est assez massive. Donc là, j'ai pris un exemple à des dimensions très fortes, hein, puisque ce sont des millions d'utilisateurs. Et puis en janvier 2023, c'était le boom, hein, tout le monde voulait savoir ce que c'était que GPT. Mais voilà, il faut quand même garder ça en tête. Donc AWS permet de louer les équipements, donc les processeurs, le GPU, pour entraîner et faire de l'inférence, c'est permettre aux utilisateurs d'utiliser Voilà, ces donc on met à modèles. disposition, voilà, on met à disposition donc de l'infrastructure avec CPU et surtout GPU dont j'ai parlé tout à l'heure, pour que des gens qui veulent entraîner leur propre modèle avec leur propre sauce. Donc là, aujourd'hui, on a un accord extrêmement fort avec la société Anthropic, par exemple. Donc Anthropic va utiliser notre infrastructure pour entraîner Claude, par exemple.
Donc, on peut peut-être prendre pour chacune des couches un peu les moyens d'arriver à minimiser l'impact, ou tu veux qu'on parle des solutions après, c'est comme tu veux. On pourra revenir, je pense, sur les solutions juste après, sur les différents. Parce qu'on avait parlé en off avant qu'il y avait 6 leviers, et je pense que c'est très intéressant d'aller sur ces 6 leviers. Il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne au moins avant. D'abord sur la partie hardware toujours. On a parlé de la location d'équipements d'infrastructures. J'ai aussi entendu parler de puces qui permettraient d'entraîner l'IA. Il y a pas mal de titres qui font fureur. Et moi, j'étais quand même assez surpris où justement, il y avait les GPU. J'avais entendu parler du fait qu'on pouvait utiliser ça par rapport aux CPU. Mais les puces qui sont spécialement dédiées à entraîner l'IA, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Est-ce que c'est quelque chose de marketing purement pour faire un peu de l'esbrouf, on met IA partout, on fait des puces IA comme ça, on vend plus cher? Ou est-ce qu'il y a vraiment une technologie sous-jacente qui permet de faire des calculs plus rapidement, et donc, in fine, si on fait les calculs potentiellement plus rapidement ou qui sont plus adaptés à l'IA, que ça ait un moins grand coût énergétique et environnemental? Alors, on va dire grosso modo, un GPU est devenu en fait une puce dédiée à ça. Donc même les GPU qui servaient à faire du graphique, on les appelle toujours GPU, mais ils sont aujourd'hui plus orientés là-dessus. Donc, donc oui, il y a des puces. Donc AWS, c'est pour ça que je te posais si on parlait tout de suite sur les solutions moins impactantes, mais toutes les puces n'ont pas obligatoirement le même impact, la même consommation en termes de watts. Donc justement, depuis toujours, AWS a cherché à travailler sur des alternatives qui soient bien pour nos clients. Donc bien sûr qu'on peut travailler avec tous les processeurs x86 64 bits du marché, mais ça ne nous a pas empêché de travailler à créer des puces qui s'appellent Graviton chez nous, qui sont à base d'ARM, qui est une autre façon de travailler au niveau des processeurs. Hein. Tout le monde, la x86, on a baigné beaucoup dedans. En fait, aujourd'hui, la technologie ARM, vous la retrouvez dans vos MacBooks, dans vos téléphones, quelle que soit leur marque, parce qu'ils ont cette particularité d'être très peu consommateurs en fait, en énergie. Donc Graviton fait partie de ces puces-là. Graviton, pour la même performance que des processeurs du marché, on va consommer deux fois moins. La première génération, on était à 2 fois moins. Maintenant, on est à moins 60% si on est sur des fréquences plus hautes et des puces un peu plus performantes. Mais donc pour exactement la même perf. Donc aujourd'hui, on parle de perf par watt. Donc ça, c'est pour la partie processeur. Et on a fait la même chose pour la partie, une sorte de GPU dédié, donc des puces pour ça, donc qui s'appellent Trainium et Inferentia. Donc là, c'est bien qu'on ait défini les termes tout à l'heure. Comme son nom l'indique, Trainium est un peu meilleur pour l'entraînement et Inferentia un peu meilleur pour la partie inférence, mais l'un comme l'autre peut faire le travail de l'autre. Mais en fait, dès lors qu'on travaille sur des quantités de calcul énormes, faire quelques changements d'architecture purement au niveau du silicium peut changer la donne. Et typiquement, un Inferentia, par rapport à un GPU du marché, pour la même performance, va consommer 2 fois moins en termes de watts. Donc, ce sont des choses importantes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Anthropic, aujourd'hui, est en train de retravailler sur des puces Trainium et Inferentia. Parce que ça reste quelque chose qui est un des premiers dans les 3 couches dont on va parler. Hein. Sur la première couche hardware, le fait de choisir une puce qui a été dédiée pour ça et qui a été conçue pour consommer le moins possible, c'est très important. Ça fait sens, un peu comme si on choisit des modèles de voitures, pour prendre un modèle qui consomme moins par rapport au trajet qu'on fait le plus. Une petite citadine, si on fait uniquement des trajets courts, ça fait sens, alors que si on va sur l'autoroute très régulièrement, avoir un modèle qui consomme moins en grande vitesse fait sens aussi. Pour les puces, c'est marrant parce que j'avais toujours imaginé qu'en entendant GPU, j'étais resté sur l'ancienne image des grosses cartes graphiques qu'on faisait tourner aussi à l'époque, même pour ceux qui minaient du Bitcoin, les crypto-monnaies. Mais j'avais vraiment cette image de quelque chose qui prend de l'espace, et c'est... Alors que maintenant... Toujours le cas. C'est toujours le cas, mais là, j'ai l'impression qu'on parle aussi de puces, des choses qui sont beaucoup plus petites, mais qui sont spécialisées pour cette opération-là, ou... Alors, tu sais sûrement la réponse, mais une puce, ça prend... Enfin, quand on parle par exemple de Trainium, Inferentia ou de Graviton, c'est quoi comme physiquement comme espace que ça prend, à peu près? Ça reste des puces assez classiques en termes de place. On dit il y a des photos, hein. Donc ça reste des puces qui ne sont pas très très grandes. Mais après, ce qu'on voit et d'ailleurs même les puces du marché dont tu parlais avec les cartes graphiques des gamers, après souvent ce qui prend de la place, c'est le radiateur qui est dessus et qui lui va prendre de la place parce que ça chauffe plus qu'un processeur. Système de refroidissement, d'accord, ouais. Voilà, exactement. On va avoir des bancs de puces, j'imagine, avec des gros systèmes de refroidissement, d'où les data centers et...
Aujourd'hui, maintenant, on commence à travailler sur du direct liquid cooling, donc qui va justement, comme ça chauffe un peu plus que les processeurs. Donc là, on a annoncé, par exemple, une propriété intellectuelle bien particulière, spécifique que l'on a conçue pour toute la partie GPU, pour travailler sur cette partie nouvelle. Donc en fait, à nous, par rapport à une nouvelle problématique, d'être toujours aussi peu impactant, parce que en fait, le secret qui fait qu'on va y travailler, j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas, mais dans les faits, c'est très important, parce que c'est un très bon moteur, c'est qu'économiquement parlant pour nous, c'est très important d'être le moins impactant possible. Oui, s'il y a moins de Parce que consommation énergétique, il y a moins d'impact environnemental, mais aussi qui dit moins de consommation d'énergie dit moins de coûts. Exactement. Donc, Et donc cette partie-là, elle est vraiment extrêmement importante. Si on revient à ma première réponse, qui était un peu longue sur ta première question, c'est est-ce qu'on peut faire les deux à la fois? Euh, Disons que tout dépend ce qu'on fait déjà. Et surtout, voilà, nous, notre métier, c'est d'arriver à faire que on soit au plus, voilà, au plus bas de l'impact potentiel. On va jusqu'à même créer des processeurs pour ça. Voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est la fameuse première couche. Après, par-dessus, bon, bah, tout le monde n'est pas anthropique. D'accord? Donc, de ce fait, on va pouvoir travailler avec donc l'offre qui s'appelle SageMaker, SageMaker AI, qui est une offre qui, elle, est assez ancienne, hein, et qui a d'ailleurs petit à petit qui s'est enrichie avec plein de modules et qui a maintenant un studio pour pouvoir développer, etc. Donc là, on s'adresse à des gens un peu plus avertis qui vont pouvoir travailler sur directement des modèles qu'ils vont choisir, qu'ils vont pouvoir adapter, et ainsi de suite. Donc c'est une suite complète qui est extrêmement riche pour pouvoir justement, ce sont des outils qui vont permettre d'appréhender bien sûr la couche d'infrastructure, mais de pouvoir aider toute la partie conception, adaptation de modèles. Voilà. Et après, bien sûr, ça sur la partie entraînement, puis après sur la partie inférence, et aussi de manière indirecte. Donc, ce que j'ai pu faire, voilà, je vais le mettre à disposition. Donc, quelque part, c'est presque un peu la même couche, c'est-à-dire c'est la couche pour les personnes averties. Et puis, par-dessus, on a la couche de personnes qui veulent consommer simplement, facilement, et avoir le choix. Et ça, c'est un deuxième élément par rapport à ta première question, comment je peux limiter l'impact, c'est que tous les modèles ne se valent pas en termes d'impact. Parce que, en fait, les modèles, ils ont plein de tailles différentes. Hein, on le voit, donc on va avoir des tout petits modèles, hein, des Mixtral 7B, donc c'est des tout petits modèles. Et après, j'ai des modèles énormes. Or, bah, en fait, si j'arrivais à faire que ce modèle-là, il rentre dans la mémoire de mon GPU, et que ce GPU est un GPU qui est d'ancienne génération, mais que finalement, comme il est petit, bah, il y a moins de calculs, puisqu'en fait, l'inférence, c'est traverser le modèle et faire plein de calculs. Donc, toutes ces logiques de neurones qui sont reproduits. Donc, petit calcul, petit GPU, petite empreinte. Et donc, après, et puis, il y en a qui sont de différentes sortes, il y en a qui sont plus adaptés ou pas à mon besoin. Donc, là, on va sur une offre qui s'appelle donc Bedrock. Et Bedrock, en fait, on va pouvoir. Alors, bien sûr, quand SageMaker, je choisis mon modèle, hein, je peux même le choisir chez Hugging Face, par exemple, hein, qui est une sorte de marketplace de tous les modèles open source qui peuvent exister. C'est génial, c'est une boîte française, Hugging Face, et donc qui est directement connectée à SageMaker. Mais là, Bedrock, en fait, Juste pour, sur. avant qu'on arrive sur Bedrock, que je connais un peu mieux, donc SageMaker, c'est un peu c'est l'outil d'AWS qui permet à des personnes qui sont plus techniques d'aller Oui. faire d'aller faire du fine-tuning sur des modèles, et d'ailleurs, enfin, si on ne connaît pas ces termes-là, c'est qu'a priori, c'est pas l'outil pour nous, mais c'est pour des personnes qui veulent vraiment avoir des modèles qui sont adaptés à leurs besoins, ce qui, j'ai l'impression, est de moins en moins courant, parce qu'il y a toujours enfin, de ce que tu vois, une plus grande demande. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de modèles qui utilisent, enfin, d'entreprises qui maintenant ont des besoins du côté de Bedrock, justement, où on veut un outil adapté. Mais vu que les modèles eux-mêmes sont déjà tellement performants, est-ce qu'on a besoin d'aller faire du fine-tuning nous-mêmes? Est-ce qu'on a besoin de faire du fine-tuning? La réponse est oui, Thomas. Pourquoi? Euh, L'IA généraliste qui fait tout, qui répond à tout, c'est un gros modèle, en fait. Et ce gros modèle, il est plus impactant. Et donc, si tu veux, c'est ça en fait le truc. C'est que oui, je peux demander à un modèle énorme, on va dire qui peut le plus, peut le moins, c'est sûr. Mais je suis en train de parler à un modèle qui a ingurgité la totalité d'Internet et je vais lui demander une recette de cuisine, si tu veux. Donc, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire qu'en fait, donc aujourd'hui, d'où l'importance de la logique d'alignement, hein, donc par rapport à la demande. Ça, c'est vraiment un point important. On y reviendra dans les 6 leviers à la fin, mais ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il va falloir et cette logique d'alignement passe par le fait déjà, un, d'avoir la main si j'en ai besoin, et ensuite d'avoir le choix.
Et aujourd'hui, c'est vraiment la logique d'AWS depuis toujours, hein. Ça a été de donner le choix à tous nos clients pour tout. Juste par exemple, si je veux choisir une base de données chez AWS, j'ai 35 types de bases de données différentes. Alors on va dire, mais c'est dingue, mais justement, les architectes d'AWS qui sont gratuits, hein, qui accompagnent les clients, ils sont là pour leur dire, on va vous prendre voilà, la meilleure par rapport à votre besoin. Parce que ça sera plus efficace, ça sera moins cher. Et donc c'est pareil là dans l'IA. Notre approche, elle a été, bien sûr que nous, on a nos propres modèles, mais surtout depuis le début, de pouvoir proposer le plus grand nombre de modèles. Alors avec, par exemple, c'est du maker Hugging Face, c'est des millions de modèles open source, hein, juste pour... Et après, dans la partie Bedrock, qui, elle, cette fois-ci, s'adresse à des gens qui veulent avoir finalement plusieurs types de modèles et qui veulent d'ailleurs aussi avoir des outils un petit peu. Parce que tu parlais de fine-tuning, on peut faire du fine-tuning avec Bedrock, mais sans s'y connaître énormément. Donc Bedrock, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de modèles et de marques, entre guillemets, différentes, hein. Donc on a nos propres modèles, hein, qui s'appellent la partie Nova et Titan. Mais après, bien sûr, on va retrouver de l'anthropique, on va retrouver je dirais un très grand nombre de marques, hein, de ce qui est disponible aujourd'hui. Donc, on va retrouver la partie Cohere, on va retrouver du DeepSeek, du Meta, bien sûr du Mistral, du Stability AI, on va retrouver du Poolside, on va retrouver enfin, c'est très très large. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, parfois, on ne sait même pas, et on a même des outils qui vont permettre en fait, à la personne qui est face à Bedrock de choisir et de prendre des éléments pour qu'on lui donne finalement des indications de choix. Et ça, c'est vraiment important parce que ce qu'on appelle l'accuracy, donc c'est le fait que par rapport à une type de demande, le modèle va répondre plus ou moins avec de la précision. En fait, c'est pas parce qu'on utilise un petit modèle qu'on a obligatoirement de la mauvaise accuracy. Tout dépend quels sont le type de questions qu'on va lui donner et aussi quels sont en fait les éléments sur lesquels je peux le réentraîner. Et ce qu'on peut faire d'ailleurs avec Bedrock, dans la partie pour minimiser l'impact, c'est ce qu'on appelle la distillation. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a déjà été abordé dans discussion d'ingénieurs jusque-là, mais c'est un principe assez simple en fait. Je prends un gros modèle qui sait tout, il a le rôle de professeur, et je prends un petit modèle qui a en fait le rôle d'étudiant. Et je vais travailler avec un dataset intermédiaire. Et en fait, c'est le professeur, le gros modèle, qui va apprendre au petit par rapport à un spectre de connaissances et de données bien spécifique. Donc, en fait, c'est une sorte de spécialisation. Voilà, j'ai un gros modèle qui sait tout, mais en fait, moi, je n'ai pas besoin de tout ce savoir-faire. Je veux juste donc de faire que mon petit modèle puisse apprendre de manière spécifique sur un domaine. Et c'est ça qui est mis à disposition par Bedrock, c'est en fait, on peut distiller un savoir dans un plus petit modèle qui va être moins impactant, qui va même parfois être plus précis que le grand modèle parce qu'on l'aura enrichi sur un domaine bien spécifique. Non, c'est extrêmement intéressant parce que donc ça c'est l'outil vraiment spécifique à l'intelligence artificielle et ici générative en plus, et on voit qu'il y a quand même un lien direct entre le choix que l'on fait technique, et j'utilise, il se trouve que dans mon travail j'utilise Bedrock, hein, c'est pas un secret, même si tout ce que je dis sur ce podcast c'est indépendant de mon travail, mais je l'utilise, donc je connais l'outil, je sais qu'on peut utiliser différents modèles, mais c'est la première fois que je vois vraiment l'idée que petit modèle veut dire aussi moins grand impact environnemental. En fait, ça me fait prendre conscience, ce qui n'est pas forcément évident, on ne sait pas forcément quand on utilise ces outils, qu'un gros modèle justement n'est pas forcément la meilleure solution d'un point de vue long terme. Ça peut être bien pour faire un POC, un proof of concept et avancer, mais que le gros marteau n'est pas forcément ce qu'il faut utiliser pour tous les clous. Donc, en plus, au final, encore une fois, c'est peut-être pas aussi le moins cher. C'est-à-dire que qui dit gros modèle dit utilisation de grosses capacités de GPU. D'abord, en plus, c'est plus long parce que traverser avec la notion de calcul, traverser le modèle, ça va être plus long, ça va être plus cher. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le côté modèle qui fait tout et je réfléchis pas, c'est pas notre approche. Typiquement, aujourd'hui, on va pas dire, voilà, vous avez un point d'inférence, tel point d'API, puis vous allez taper dessus, puis c'est bon, vous savez pas ce qui se cache derrière. Nous, on est dans l'opposé inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans cette logique de dire, non, on va vous accompagner, il y a des solutions, on va vous donner des outils pour pouvoir travailler tout ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et après, on a encore une troisième couche au-dessus, qui est que cette fois-ci des services prêts à l'emploi.
Donc ça existe depuis très longtemps chez nous. Par exemple, on va parler sur du text-to-speech. Donc je ne veux pas apprendre. Donc là, donc c'est Amazon Poly. Je vais faire de la reconnaissance faciale, c'est recognition. Reconnaissance dans les vidéos, c'est recognition vidéo, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a toute une panoplie de modèles qui ont déjà été entraînés et spécialisés, en quelque part. Ils sont spécialisés sur un domaine. Donc, t'as du textract pour la partie reconnaissance de caractère, etc. Donc, en fait, on a vraiment ces trois couches qui permettent d'appréhender en fait, les trois niveaux de demande et de faire en sorte que chacun, selon sa connaissance, son besoin, puis le temps qu'il veut y faire, est-ce que si j'utilise Bedrock pour faire de la reconnaissance d'image, est-ce que finalement, bah, il y a des gens qui l'ont fait de manière extrêmement précise et que ça va coûter moins cher? Et en plus, pour le coup, encore une fois, de manière moins impactante. Souvent, en fait, de toute façon, si c'est moins cher, on en a toujours été bénéficiaire depuis le premier jour. On est dans une logique où, en fait, on travaille au prix réel avec une marge qui est toujours la même. Et de par notre facteur d'échelle, en fait, on peut baisser nos coûts. Et en fait, après, on baisse nos prix, hein. On a baissé nos prix, en fait, plus de 150 fois depuis la création de l'entreprise. Parce que, en fait, de par la taille, moi je dis souvent, le cloud, en fait, on est le transport en commun de l'IT. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on voit souvent le cloud comme étant quelque chose qui est, souvent on dit énergivore, etc. En fait, oui, enfin, c'est comme si on pourrait dire qu'un train est énergivore. Oui, un train consomme plus qu'une voiture électrique, hein, si on parle de la partie purement électrique. Mais en fait, on va transporter beaucoup plus de passagers. Et donc, on va dire que bon, si je fais, par exemple, je prends une machine virtuelle que j'ai sur mon data center privé et que je le mets dans le cloud, bah, en fait, on va dire que c'est exactement la même technologie. Pourquoi ça serait moins impactant? Bah, en fait, c'est un peu comme une voiture que je conduis tout seul et une voiture en covoiturage. Et en l'occurrence, pour nous, c'est une voiture en covoiturage où il y a 5 personnes, 24, 7, et quand il y en a un qui descend, il y en a un autre qui remonte. Et pourtant, c'est le même véhicule. Et donc, le cloud, c'est ça. Et donc, c'est important aussi d'arriver à faire que le cloud puisse donner des outils selon les besoins et qui soient les moins impactants possibles. Encore faut-il, et on revient à ce que je disais au départ, faire les bons choix. Et donc aujourd'hui, mon métier est d'accompagner les clients pour qu'ils fassent les meilleurs choix. C'est pas moi de leur dire ce que vous faites, ça sert à rien, c'est pas bien, etc. C'est leur décision. Par contre, par rapport à leurs besoins, c'est qu'on soit dans une logique la moins impactante possible. Et parce que donc, pour toi, c'est vraiment, tu parles de cet effet de covoiturage en fait, où l'infrastructure va être utilisée en permanence par différents acteurs et ça permet d'optimiser justement le fait que vous avez cette infrastructure partout worldwide. Par rapport à cette croissance exponentielle de l'IA et des besoins de calcul toujours plus importants, c'est une solution en termes de où mettre les puissances de calcul. Pour toi, c'est plus pertinent de les mettre sur du cloud que de le faire sur son serveur privé parce qu'en effet, il va être pas utilisé une partie du temps. Oui, alors, il y a bien sûr que tout dépend de ce qu'on appelle un serveur privé. Est-ce qu'un Raspberry Pi à la maison, par rapport à une machine qui est dans un data center, il faut comparer ce qui est comparable par rapport au type de besoin. Mais je dirais dans quasi-totalité des cas, même si on peut avoir des très bonnes solutions avec un Raspberry Pi. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, un Raspberry Pi, donc c'est une toute petite machine qui coûte moins de 50 $, qui est donc avec un processeur qui consomme peu et qui coûte voilà. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de ne pas opposer tout ça. Mais oui, le cloud par rapport à un data center privé, alors il n'y a pas que le fait qu'on partage. Déjà, le facteur d'échelle est très important, c'est-à-dire le fait de pouvoir partager une machine chez nous en termes de taux d'occupation par rapport à un data center privé, c'est le jour et la nuit, hein. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. Alors, l'idée, c'est de ne pas rentrer dans des chiffres, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça dépend quelle étude et ainsi de suite. Mais on peut dire que voilà, tout le monde s'accorde à penser qu'on est aux alentours d'un facteur 5 en termes de, tout simplement d'impact énergétique entre le fait de le faire à la maison, parce que tu es obligé dans ton data center privé de tailler au pic de la consommation de l'entreprise sur l'année, alors qu'en fait, nous, en fait, on va retrouver le pic de tout le monde, mais tout le monde ne le consomme pas en même temps, donc on va avoir cette partie-là. Et puis, c'est notre métier à 100%, et on parle beaucoup de la consommation des serveurs, mais il faudra peut-être qu'on parle un petit peu aussi de l'impact du refroidissement, qui est extrêmement important, puisque en fait, quand j'ai commencé l'informatique il y a très 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 longtemps, en fait, il se trouve que, parce que j'ai donné des dates tout à l'heure, donc il y en a qui se disent waouh, j'étais pas né, mais il y avait donc un data center, c'était presque mettre un grille-pain dans un congélateur.
C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que les processeurs chauffaient énormément. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Bah, en fait, on mettait de la clim à fond. Et donc, pour te donner donc, le rapport de consommation, là où on mettait 1 watt dans un serveur, on en mettait 2 dans la clim. Waouh. D'accord? Donc, ce ratio, d'ailleurs, entre tout ça, c'est ce qu'on appelle le PUE, qui est un ratio très important, qui s'appelle le Power Usage Effectiveness, qui est de dire, mais en fait, par rapport à l'énergie que je fais rentrer dans le data center, il y en a combien qui vont vraiment vers les serveurs? Et donc, ça, c'est quelque chose de très important, puisqu'on ne se rend pas compte. On dit, bah, finalement, tout se vaut, enfin, tout ça, ça se vaut, mais en fait, non. Là, il y a encore en 2023, donc l'IDC, qui est un cabinet d'analystes, disait que la plupart des data centers privés avaient un PUE de entre 1,5 et 1,8 selon les régions. Alors, ça veut dire quoi? Il y a le ratio entre les deux, c'est que quand je mets 100 watts dans un serveur, je suis obligé d'en rajouter 80 pour pouvoir le maintenir en conditions opérationnelles avec de la climatisation et bon, c'est essentiellement de la clim. Après, bien sûr, il y a la partie sécuritaire autour. Donc, les gens ne savent pas, mais c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si j'ai un PUE qui se rapproche de 1, ça veut dire en fait, j'ai pas besoin de clim autour. Voilà. Donc, moi, je l'ai indiqué tout à l'heure, quand j'ai commencé, on était sur le À PUE 3. de 3. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, le PUE mondial voilà, d'AWS, il est de 1,15. Waouh. Donc tu vois que le cloud en tant que tel est un des moyens de minimiser l'impact. Alors par contre, je vais tout de suite quand même parler de choses qui est importante parce que euh, on baisse, mais par contre, il faut avoir en tête ce qu'on appelle l'effet rebond. Qu'est-ce que c'est que l'effet rebond? C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est pour ça que mon rôle, il est aussi de faire que les gens comprennent ça. À partir du moment où tu as quelque chose, tu te dis, bah, finalement, c'est chouette, ça consomme pas beaucoup, c'est pas très très cher, je peux l'avoir tout de suite. Et à ma grande époque, faire un cluster de disponibilité éloigné de plusieurs kilomètres, c'était compliqué, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, c'est un clic dans la console ou un tiret avec un paramètre en ligne de commande, et je veux tout de suite la guerre des étoiles avec de la redondance multi-région et ainsi de suite. Donc ça devient simple. À partir du moment où tu as quelque chose qui est extrêmement, je dirais, performant, avec beaucoup de fonctionnalités, qui coûte pas très cher, etc., bah, je peux finalement mettre du multi-région extrêmement performant, ceinture, bretelle, parachute pour les menus de la cantine. Et parce que je réfléchis plus. Et donc, c'est en ça que notre approche, donc avec la logique de solution dont je te parlais tout à l'heure, est justement de faire que les gens se posent les bonnes questions pour leur bien, entre guillemets, hein, et financier au passage, hein, d'arriver à baisser en fait leur consommation qui correspondent à vraiment leurs besoins. Les menus de la cantine, il n'y a pas besoin de les sécuriser et de les coquer sur 3 régions à la fois. Ouais, non, tout à fait. Et Voilà. ce que je trouve vraiment intéressant sur cette industrie du cloud, c'est qu'il y a un vrai alignement d'intérêt entre le service provider, l'entreprise comme AWS qui va fournir ses services d'infrastructure, et le client pour tout ce qui est coût et impact environnemental. Il y a des industries dans lesquelles c'est l'inverse, enfin, où il pourrait y avoir un alignement d'intérêt inverse et ce serait vraiment difficile. Là, au moins, il y a matière à travailler et c'est Il y justement. a matière à travailler, ouais, Ouais, clairement. Sachant que, juste pour expliquer, on va dire, oui, mais bon, ils sont un peu neuneux, tous ces gens-là qui utilisent des trucs qu'ils ne devraient pas utiliser. Mais en fait, on le fait tous. Alors, ce que je prends comme exemple au quotidien pour que les gens puissent sentir ce que c'est que l'effet rebond. Je pense que la plupart d'entre nous avons déjà, j'espère au moins, fait la vaisselle à la main. D'accord? Donc tu prends la bouteille de liquide vaisselle et regarde ton propre comportement quand il y a ça au fond de la bouteille. Vraiment, c'est très compliqué. Donc il faut rajouter peut-être un peu d'eau, il faut attendre que ça aille jusqu'au bouchon, etc. Et au final, bon, on n'est pas très patient. Bon, les 2 gouttes, voilà, puis on lave et ça marche bien. Regarde maintenant ton comportement si tu as une bouteille de liquide vaisselle qui est pleine. Là, tu réfléchis pas et tu en mets beaucoup plus que ce que tu voudrais, en fait. Mais tu t'en fiches un peu. Bon, ça, d'ailleurs, parfois, c'est enquiquinant parce que ça mousse un peu trop. Mais, et en fait, dès lors que tu n'as plus de contraintes sur la ressource, bah, en fait, tu fais pas si attention que ça. Eh bien, le cloud, ça pourrait s'apparenter à la bouteille de liquide vaisselle pleine. Et donc, c'est extrêmement important à la fois d'éduquer pour expliquer les différences d'impact, hein, petit modèle, grand modèle, etc. Et puis, d'arriver à faire que dans les process de décision des entreprises, souvent le moteur, c'est à la partie financière, hein, leur expliquer qu'ils peuvent mettre en place des différentes procédures pour qu'au moins
ça soit quelque chose le plus sobre possible et qui corresponde malgré tout à leurs besoins. L'idée, c'est de pas, voilà, on va pas leur proposer une trottinette en bois alors qu'ils ont besoin d'un véhicule, mais d'un véhicule électrique, petit véhicule électrique. Ils ont sans doute pas besoin d'un gros véhicule SUV, mais voilà. Donc l'idée, c'est d'être réaliste par rapport à ce dont ils ont besoin. Après, sur la notion d'usage, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je répète, c'est pas notre rôle. Par contre, notre rôle, c'est de leur faire prendre conscience d'autres solutions qui lui coûteraient moins cher et qui, surtout qui seraient moins impactantes. Ouais. Je comprends, et pour l'effet rebond, tu dis, on le fait pas, enfin, on peut se rendre compte avec le liquide vaisselle, et on peut se demander pourquoi est-ce que les gens feraient ça dans le domaine professionnel. Je peux le dire de façon très humble, mais je pense que ça s'applique extrêmement à mon cas, où jusqu'à présent, j'avais pas forcément cette conscience de la différence de petit modèle, grand modèle pour l'impact environnemental par exemple. Et en tant qu'ingénieur qui se dit, si un truc marche, ça marche, j'y vais, tu me dis quel modèle choisir, je te dis bah tu prends le plus gros, comme ça on est sûr que ça marche et on avance. Et je ne me serais jamais posé cette question-là de attends, il y a peut-être si on a un petit modèle mais qu'il est aussi performant par distillation, on peut peut-être faire quelque chose de smart pour que ça coûte moins cher et que ça aille aussi bien, voire mieux. Donc oui, clairement, je suis le premier concerné. Je pense qu'il y a peut-être pas mal d'utilisateurs qui se diront aussi, d'auditeurs plutôt, j'avais jamais pensé à cette question du quel modèle utiliser, j'aurais pris le plus gros par défaut. Sachant que quand on voit, par exemple, en entreprise, alors pareil, je ne vais pas vous sortir l'étude, mais parce que je ne m'en souviens plus, mais je crois que la durée de vie d'une application d'entreprise, c'est 20 ans. Donc ça veut dire que quand tu vas développer une application d'entreprise qui va être voilà, utilisée par beaucoup de monde, souvent, on va se retrouver avec des applications qui vont pendant 20 ans et avec la règle, bah, j'y touche pas, ça marche, et où les questions ne se sont pas posées historiquement. Et donc, c'est vrai que dire je vais refaire une architecture logicielle ou d'infrastructure alors que je rajoute pas de nouvelles fonctionnalités, c'est des risques, c'est des coûts. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc, et là, c'est là qu'on peut, et c'est mon rôle au quotidien et avec mes équipes, etc., de faire en sorte qu'on puisse faire prendre conscience de ces éléments-là et que le fait qu'il y ait moins d'impact est une fonctionnalité en soi. Ça me fait penser au livre Bullshit Jobs, qui catégorise différents types de boulots qui n'ont pas forcément d'utilité intrinsèque. Et il marque une des catégories qui s'appelle les sparadraps, qui sont les personnes qui sont, justement, on les embauche, elles n'ont pas forcément grand chose à faire, à part que si un système pète, il faut réussir à le récupérer. En général, ce système pourrait s'apparenter dans beaucoup d'entreprises à un fichier Excel qui est connecté à plein d'autres, ou bien une requête qui va aller sur certains serveurs. Ça marche, on ne sait pas comment, mais si il y a un problème, tu vas dedans, tu le fixes. Ton seul job, c'est ça, parce que ça coûterait trop cher potentiellement de tout refaire, de refaire l'application entière. Et je trouve ça intéressant de rajouter l'aspect environnemental, impact environnemental dedans, parce qu'en effet, c'est une externalité qui n'est pas à négliger, surtout dans le monde dans lequel on vit. Exactement. Donc sur la partie des solutions, on a déjà commencé un peu à aborder pas mal des sujets, mais donc, je pense que ce qui est important, c'est que justement, nous, on a essayé de travailler par une méthodologie. Alors, on est des techs hein, chez AWS, hein, c'est une boîte de tech, donc on a dit, bon voilà, il faut faire une méthodologie. Sachant que la méthodologie, elle n'est pas née de la logique de sustainability, hein, ou développement durable en français, mais elle est née, moi je l'ai toujours connue, hein, ça fait 12 ans que je suis à AWS. On a créé le livre de chevet de l'architecte AWS qui s'appelle le Well Architected Framework. Donc là, c'est assez clair, un framework pour avoir les meilleures pratiques d'architecture. Historiquement, il y avait 4 piliers. Le premier, c'est la sécurité. Nous, c'est job zéro, quoi. Sécurité, paranoïa complète. Donc, normal. Mais c'est aussi accompagné, on est responsable que d'une partie de la solution sécuritaire, puisque c'est du self-service. Je dis, par exemple, on prend le firewall. Bah, nous, on va faire que le firewall, il fonctionne bien comme il se doit de fonctionner, hein. Pour ceux qui sont les aficionados d'AWS, hein, c'est les VPC, les security groups, les NACLs, etc. Bon, ça, c'est nous qui devons faire que ça fonctionne comme c'est écrit dans la doc, quoi. Par contre, les règles du firewall, bah, si la règle du firewall elle est mal écrite et que c'est une passoire, c'est du domaine de responsabilité de nos clients. Et donc, c'est donc un des exemples qui fait que notre méthodologie, elle est là pour faire en sorte que les clients se posent les bonnes questions sur la partie de responsabilité partagée qui leur incombe. Voilà. Donc, le premier, c'est la sécu, c'est normal. Le deuxième, après, c'est la robustesse, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir qu'on fasse quelque chose qui soit hautement disponible si besoin et qu'il faut qu'on mette les bons niveaux de disponibilité. Le troisième, c'est la perf.
Hein, on veut quelque chose qui soit performant. Voilà. Donc il y a aussi des éléments. Et le quatrième, historiquement, il y avait les 4 premiers piliers, c'est le coût. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, d'entrée de jeu, un architecte chez AWS, déjà, lui, il n'est pas incentivé par la partie des ventes, hein. Lui, il a un salaire fixe, et il est là pour accompagner les clients gratuitement au départ, quand je suis arrivé, sur les 4 piliers. Donc, il va voir un client et lui dit, non, 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 on peut faire bien mieux en travaillant avec des containers et ou travailler avec du serverless. Etc. C'est arrivé, les premiers serverless avec AWS Lambda, les logiques de fonction où j'ai des tout petits morceaux de code que je vais payer à la milliseconde de compute, c'est arrivé en 2015. Donc, mais en fait, tout ça, tous ces éléments-là font qu'il y a eu un moment où vraiment les clients avaient des leviers pour pouvoir baisser les coûts. Voilà. Donc ça, c'était les 4 premiers piliers. Après, assez rapidement, on a rajouté un pilier maintenabilité, hein, qu'on appelle Operational Excellence. Mais grosso modo, c'est ouais, les architectes, vous êtes sympas. Parfois, vous faites des trucs très très jolis, mais au quotidien, à maintenir, c'est pas terrible. Donc là, l'idée, ce pilier-là, c'est d'accompagner, poser les bonnes questions. Et enfin, depuis 4 ans maintenant, existe le pilier Sustainability, le pilier développement durable, Mhm. qui a permis d'accompagner nos clients justement voilà, donc, dans cette minimisation d'impact. Et ça, cette méthode, elle est mondiale. Tous les architectes sont payés pour accompagner les clients sur tous ces piliers. C'est Et marrant parce c'est qu'on intéressant pourrait. parce que... Alors, je me permets une question un peu. Pas rentre dedans, mais c'est. Vas-y, vas-y, Vu, vas-y. vu qu'on a dit qu'il y avait une corrélation très forte entre le coût et l'aspect durable, je me demande juste, est-ce que c'est pas redondant un peu de mettre à la 6 piliers, dont deux qui sembleraient avoir les mêmes leviers d'action? Alors, c'est pas une question en dedans, c'est une excellente question. Souvent, en fait, les gens me disent, mais le coût est un bon proxy. D'accord? C'est-à-dire que, bon. Donc, et d'ailleurs, notre CTO d'Amazon.com, hein, Werner Vogels, a justement théorisé là-dessus, hein, ce qu'il appelle le frugal architect. Il a même écrit enfin, un site web dédié, etc. Donc, même dans la culture de la boîte, la notion de frugalité, elle est importante, hein. Voilà, donc, c'est pas rien, quoi. C'est-à-dire que le fait que tous les architectes on leur dise que c'est la guidelines, que le CTO théorise là-dessus, etc. Donc, c'est important. Et lui, d'ailleurs, il dit comme toi, il dit le proxy, voilà, un des meilleurs proxys, c'est le coup. C'est un proxy simple, et c'est vrai que si on ne veut pas se poser trop de questions, on se dit, bon, mais il y a quand même des limites à ça. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a ce qu'on appelle le FinOps, hein. Donc le FinOps, c'est travailler sur la partie opération financière, donc essayer de minimiser les coûts. Aujourd'hui, il y a des outils de FinOps qui permettent de ne pas toucher à l'architecture. Donc, on peut minimiser les coûts. Alors, c'est simple, par exemple, on peut s'engager sur des sommes sur plusieurs années. On peut travailler sur des leviers où on va réserver des machines plutôt que de les prendre à la demande, donc ça va être moins cher. En fait, on a plein de leviers différents qui sont des leviers financiers qui permettent de baisser le coût. Alors là, dans notre Well Architected Framework, qu'on appelle le WAF dans notre jargon, un WAF, il se trouve que là, oui, on ne va pas faire de l'ingénierie financière, on est un architecte. Donc sur cette partie-là, on va dire que oui, tu racontes ça, Philippe, mais dans les faits, il a un peu raison, Thomas, c'est un peu pareil. Alors oui et non, je veux dire que FinOps et GreenOps, hein, ils sont cousins et ils ne sont pas frères jumeaux. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, tous les tarifs des régions AWS, une région, en fait, ce sont des groupes de data centers. La région France, elle est à Paris, on parle de la région Paris. Et en fait, pour des logiques de redondance, à chaque fois qu'on arrive dans un endroit, et ça c'est vrai depuis le premier jour, on a ce qu'on appelle des zones de disponibilité qui sont des groupes de data centers. Alors, quand on arrive dans une région, il y a 3 data centers en fait. Ils sont assez proches pour qu'on puisse considérer que au niveau réseau, c'est une latence quasi locale. Par contre, ils ont des risques géographiques différents. Ils ne sont pas au même endroit. Ils n'ont pas les mêmes arrivées réseau. Ils n'ont pas les mêmes arrivées électriques. Et donc, en fait, cette région-là, elle est déjà complètement isolée des autres, dans le sens où quand tu mets tes données à cet endroit-là, c'est toi qui les bougeras, c'est pas nous. Bien sûr qu'il y a des tuyaux entre les régions, heureusement, hein, mais c'est toi qui décideras de les bouger. Et les prix sont par région. C'est-à-dire qu'en fait, les prix à Paris ne sont pas les mêmes que les prix à Ouais, Tokyo, ok. les régions les plus. Mhm. Alors pourquoi je te dis tout ça? C'est que il y a des gens qui normalement vont travailler en termes de choix de région. C'est le premier des leviers, hein, puisqu'on va commencer peut-être à prendre les 6 leviers du WAF, hein. Le premier du pilier développement durable, le premier, c'est le choix de la région. Parce qu'une région, en fait, ça n'a pas le même coût.
Et donc, c'est la première chose que font nos clients. Il y a la notion du coût, il y a la notion de la latence par rapport aux utilisateurs, hein. La partie réglementaire aussi. Est-ce que l'endroit où je vais le mettre, j'ai le droit par rapport à la réglementation, c'est autorisé ou pas? Et après, il y a la partie maintenant, et c'est très important, la partie mix énergétique. Je vais prendre, pour ceux qui connaissent, une instance EC2, hein, qui sont nos machines virtuelles, par exemple. Donc, une M7 4X large, juste pour ceux qui connaissent un peu. Donc, c'est parmi les très nombreux types d'instances. Voilà, c'est M comme main, donc c'est la plus généraliste. Voilà. Et après, on a des tailles de t-shirt sizing. Je prends une M7 4X large, la faire tourner à Paris ou la faire tourner dans l'Oregon, bah, c'est pas le même prix, ça coûte moins cher en Oregon. Pourquoi? Parce qu'il y a des problématiques de coûts immobiliers, de coûts de main-d'œuvre, de coûts d'électricité. Tous ces éléments-là font que selon les régions, voilà. Donc la région la plus chère, c'est à Tokyo. Mais en fait, après, les régions les moins chères, bon, bah, ça va être en fonction aussi de la partie purement économique du pays dans lequel on opère. Mais c'est pas la Donc, même chose au niveau effectivement, environnemental, parce que en Europe, enfin en exactement. France, on a le nucléaire. Oui, exactement. Donc, on va avoir un mix énergétique qui va être bien plus intéressant en France. Alors que, en fait, pour des raisons de coût, je vais pouvoir peut-être aller aux États-Unis, alors que le mix énergétique est vraiment pas pareil. Voilà. Donc, ça, c'est un des exemples. Il y en a d'autres, hein, qui sont Mhm. des exemples où, au final, ça va me coûter un peu plus cher, mais je vais être moins impactant. Mhm. Et ça, c'est dans ce sens-là. Et après, il y a des fois où tu vas, par exemple, un des leviers, ça va être la partie software. Mhm. Tous les langages ne se valent pas aujourd'hui. Donc en fait, quelque part dans le pilier sustainability, on va se mêler des choses qui ne nous regardent pas. C'est-à-dire que le fait que ton code, tu l'écrives en Python, Java ou Rust, on va dire que bon, ça n'a pas de rapport avec le coût, quoi. Et pourtant, ça va avoir un impact très fort. Donc, alors, encore une fois, de la même manière que tu as le droit de le faire tourner en Oregon si tu as besoin de la régulation américaine et tu n'as pas le choix, ou alors que tes utilisateurs sont dans l'Oregon pour la latence, etc. De la même manière, tu peux dire, bon voilà, mes développeurs, ils adorent Python, voilà, ils connaissent Python par cœur, on va aller vite, ça va être voilà, on va prendre Python. OK, mais en fait, à chaque fois, si on s'est posé la question, voilà. Par contre, si j'ai des gens qui disent, ah ben moi, Rust, ça m'intéresse. Bon, je fais du C, je fais du Rust, je fais du Go, tous ces langages qui sont compilés, qui sont assez proches du hardware, il y a des facteurs assez massifs en termes de consommation d'énergie entre les langages interprétés. Donc il y a trois types de langages, hein. Il y a le langage compilé. Donc là, en fait, je parle directement en langage assembleur du processeur. C'est le moins cher. Après, Enfin, le langage purement le moins impactant. le moins impactant. J'ai les langages dits interprétés, où en fait, c'est pas compilé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais prendre une ligne de code de Python, par exemple, eh bien, je vais compiler entre guillemets à la volée, et c'est mon runtime de Python qui va parler au processeur et mettre ça en assembleur à la volée. Euh, et après, il y a des choses un peu intermédiaires, comme par exemple Java, où c'est compilé, mais sur une machine virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est pas directement un langage assembleur, c'est un langage intermédiaire qui va ensuite être transformé par la machine virtuelle. Donc, le choix du langage est un des éléments, tu vois. Donc, si on les balaye tous, parce que là, on a été très bavard, surtout moi, c'est six leviers. Le premier, c'est le choix de la région. Ouais. Et ça, c'est très important. J'ai des clients aujourd'hui qui vont en Suède parce que le mix énergétique de la Suède, il est encore meilleur que celui de la France. Barrage et bois, ouais. Exactement. Voilà. Donc, et puis, bah, si tu n'as pas besoin de latence, qu'il y a pas, que c'est en Europe, qu'il y a pas de problème de coûts particuliers, etc., bah, en fait, pour tout ce qui va être batch, compute, intensif, ça, bah, c'est une bonne idée. Parce que Voilà. les menus de la cuisine, ils n'ont pas besoin d'être enfin, d'être compute en super Oregon, machin. Ils peuvent être faits en Suède ou en France. Non, tout à fait. Donc, choix de la région numéro un, software et le langage numéro 2 comme axe d'amélioration de solutions de Alors, procès. Ah, dans dans l'ordre, l'ordre, pardon. le numéro 2, c'est l'alignement à la demande. Oui. Donc, ça correspond vraiment à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait d'éviter l'effet rebond, c'est-à-dire de pouvoir aussi, en interne, dans la plupart des entreprises, les métiers, donc les donneurs d'ordre, bon, ils demandent voilà, toujours le maximum, quoi, ceinture, bretelle, parachute, ils veulent surtout pas qu'il y ait de problème informatique, ils n'y connaissent pas grand-chose. Et donc, il y a ce qu'on appelle les SLA, hein, donc Service Level Agreement. C'est un contrat interne, contrat de service en fait, de disponibilité des services. Et donc,
Il travaille au niveau global, que ce soit pour les menus de la cantine ou effectivement l'application qui est extrêmement importante pour le business. On va avoir les mêmes essais-là. Et ça, c'est un peu problématique. Donc, il faut descendre d'un cran, discuter avec les donneurs d'ordre pour réajuster tout ça. Il faut se mettre des indicateurs de sobriété en interne. Donc, dans la méthode WAF, on calcule des proxymétriques pour accompagner nos clients, parce que le CO2, personne ne sait parler en CO2, c'est une unité que les gens ne maîtrisent pas. Donc, le troisième, tu en as parlé, effectivement, c'est la partie software. Ça, c'est vraiment important. Et aussi le fait que on a toujours intérêt, dans la partie software, à travailler sur des fameux services managés dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire des services qui sont prêts à l'emploi, une base de données as a service, de travailler sur de l'acquisition en temps réel as a service, de l'IoT as a service. Parce que nous, on a déjà quand même taillé le truc au plus fin pour que ça nous coûte le moins cher et qu'ensuite on puisse le présenter le moins cher possible avec une marge chère, mais que ça reste toujours le moins cher pour nos clients. Donc ça va être le moins impactant. Le pilier suivant, c'est le hardware. Et Ouais. là, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein. Donc, c'est la partie Trainium, Inferentia, Graviton dont j'ai parlé. C'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse utiliser le hardware le moins impactant possible. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, le pilier suivant, c'est la data. Oui, parce qu'en fait, la data ou le storage, de manière générale, mais trouver un moyen de stocker la donnée de la meilleure façon qui soit. Si je reprends mon exemple d'Amazon S3, Amazon S3, on va dire grosso modo, c'est un gros drive pour les techs. Voilà, si on veut. Ouais. Et donc, en fait, Amazon S3, c'est un stockage extrêmement durable. Alors, pas au sens durable, développement durable, mais durable, c'est-à-dire que persistant dans le temps, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas aller sur Amazon S3 et que tu vas poser un fichier, par définition, par défaut, il est ce qu'on appelle sur du S3 standard. Et il y a l'ensemble des données, elle est découpée d'une certaine manière mathématiquement parlant sur les trois data centers de mes zones de disponibilité dont je parlais tout à l'heure. Donc ton fichier, il va être déposé sur la région Paris, mais il va y avoir de la redondance assez importante. Il y a une redondance, on sait qu'il y a une autre copie. Ah, il n'y a pas de souci, on va rebrancher un troisième, refaire une copie, comme ça les données sont safe. Exactement. Et ça, c'est avec des risques géographiques différents. Et ça, c'est par défaut, tu n'as même pas à réfléchir. Sauf que pour les menus de la cantine, c'est peut-être pas obligatoirement essentiel. Or, on a plein de saveurs de S3 différentes. On a ce qu'on appelle le S3 One Zone, où en fait, je vais le copier que dans un seul data center. Et en fait, bah, on voit tout de suite que l'impact, il est moindre. Donc, en fait, ce sont se poser des questions aussi sur les formats de données, un format CSV et un format parquet, qui sont des formats qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui dans la logique de l'analytique et du data. On a 90% pratiquement en moyenne de. Parce que le parquet, c'est compressé. Donc, alors que le CSV, c'est du tabulaire en caractère. Donc, on voit bien que c'est pas. Donc, ça, c'est tous ces éléments-là. Et enfin, le dernier, il est vraiment important. Je ne crois pas en avoir oublié un. Le dernier, c'est process and culture. C'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre la logique de développement durable, enfin, de développement même au niveau de coding durable, de tout ce qui va être durable de la partie Green IT, partout dans la chaîne de production de ma partie infrastructure, de ma partie logicielle, etc. Et pas le faire bien après, quoi. Dire, oh là, bah mince, voilà. Donc le mettre d'entrée de jeu pour faire les bons choix dès le début. Où est-ce que je vais le mettre? Quels sont les besoins? Et après, décliner tout ça. Et après, bah, ça passe par des choses très très simples, hein. Le fait de se dire, mais ce que j'ai développé, j'ai fait par exemple des grosses librairies, et à chaque fois que je vais chercher cet applicatif en tant qu'utilisateur, il est obligé d'aller télécharger la grosse librairie. Alors qu'en fait, dans la grosse librairie, 99% des gens, ils utilisent juste un petit morceau. Hmm. Bah, si je découpe en plusieurs petites librairies, et puis. Donc, ce sont des choses comme ça qui font que je vais, par exemple, pas faire des builds, donc des compilations toutes les nuits pour avoir la dernière version du logiciel. La compilation, c'est très consommateur. Donc, tout ça, c'est la méthodo qui permet. Donc là, et tout ce que je viens de dire est bien sûr valable dans l'IA, puisque l'IA est maintenant une des composantes supplémentaires. Donc, ça peut se décliner par le choix de l'inferentia, ça peut se décliner par le choix du bon modèle, ça peut se décliner par le choix du bon service manager, etc., etc. Ouais, Et pareil pour la région, et ainsi de suite. non, non, ça fait sens. Et toi, avec toutes ces solutions potentielles et le comportement des utilisateurs, parce que à AWS, vous pouvez proposer une infrastructure, des services, de l'aide, du conseil, mais au final, c'est le consommateur qui va choisir. Quand tu vois ce qui se passe actuellement avec tous tes clients, en France, tu es plutôt optimiste ou pessimiste sur la suite par rapport à ce
problématiques de développement durable et d'impact environnemental? Alors, excellente question. Quand je discute avec des clients français, je suis très optimiste. Très optimiste parce qu'il y a une vraie. D'abord, déjà, il y a dans beaucoup d'entreprises, il y a des responsables du numérique responsable, hein. Donc, il y a des gens qui sont pour justement travailler sur ces politiques-là. Il y a énormément de demandes. Il y a vraiment, il y a une maturité, une appétence qui font que je suis très, très, très serein par rapport au fait qu'on arrive à vraiment mettre en place de la partie Green IT en France. En Europe, c'est pas mal. Au niveau mondial, c'est une autre affaire. Donc on est vraiment dans un, voilà, dans un milieu en France. Donc on a Jean-Marc Jancovici, hein, qui a vendu quand même 1 million de son album Le Monde sans fin. Donc il y a une vraie, il y a une vraie, voilà, il y a un vrai intérêt, une vraie connaissance du sujet en France. On a aussi des associations qui sont extrêmement reconnues dans le monde entier, hein. Je peux en citer quelques-unes. Bon, j'ai cité Data for Good tout à l'heure, mais Boavista avec un Z. Boavista est une entreprise, enfin une entreprise, non, lapsus, est une association, mais ils sont tellement forts qu'ils arrivent à avoir des services de très très grande qualité. Ils sont là pour quantifier l'impact de l'IT. Donc ils vont donner des éléments très, très précis de ça. Après, on peut citer aussi ecologits.ai, qui est très intéressant, alors qu'il d'ailleurs a été en fait aidé par les deux autres, hein, Data for Good et Boavista. Et donc, je vous invite aussi à peut-être aller voir le calculateur en ligne de Ecologits. Donc, c'est Logits, Logits.ai. Ils ont fait donc un calculateur qui est hébergé sur Hugging Face, mais c'est pas Hugging Face qui l'a fait, hein, et qui permet en fait de connaître l'impact du modèle que j'ai choisi, le modèle de LLM, en fonction de mon prompt, combien de tokens j'ai, etc. Et d'avoir une idée. Donc, quand je parlais de mettre le choix du modèle, bah, tu pourras voir, Thomas, en allant sur ce site-là, bah, l'impact réel du choix des modèles. Optimiste sur la France. Au niveau mondial, il y a toujours des progrès à faire. J'ai deux dernières questions. La première, c'est pour un jeune qui aimerait travailler justement dans tout ce qui est green tech. Est-ce que toi, tu aurais un conseil, parce que tu as beaucoup d'expérience, tu as commencé en tech pure, avec ce rêve quand tu étais jeune, comme tu nous l'as dit, de faire un compilateur, mais tu es passé de l'autre côté maintenant. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui aimerait se diriger là-dedans? Comment avoir un impact quand on commence? En fait, je pense que tout le monde a la possibilité de devenir un acteur en tant qu'ingénieur dans tout ce qu'il va faire. Donc déjà, sans vouloir en faire son métier, dans un premier temps, tout le monde peut bah, déjà aller regarder le Well Architected Framework, mais il y en a plein d'autres, hein. Donc ça, c'est celui d'AWS. Il y en a qui sont faits bah, par l'association greenIT.fr. Il y a des très bons, il y a des très bonnes méthodos, hein. Si on est développeur web, hein, les 115 meilleures façons de faire du web. Euh, il y en a qui sont faits par l'Institut numérique responsable, donc l'INR, qui a fait en fait un pareil, une méthode où il y a plus de 500 recommandations. Donc chacun peut se l'approprier et passer au crible bah, son travail et puis peut-être bah, poser la question auprès de son management, etc. Comment on peut. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le premier conseil, c'est de dire, c'est pas du tout tout rien. Je suis pas obligé de faire ma carrière là-dedans et de tout remettre en cause. Je peux agir tous les jours en posant les bonnes questions et en essayant d'avancer tout bonnement, petit à petit dans mon métier pour que ça devienne une composante des process et de la culture. Et après, bah, ça, voilà, en suivant les différentes méthodologies qui correspondent à ça. Et puis ensuite, après, en faire son métier, c'est comme tout. C'est-à-dire que bon, l'informatique que j'ai appris dans mon école d'ingénieur, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi je suis sorti de mon école d'ingénieur en 94. Il reste plus grand chose aujourd'hui de l'ensemble de tout ça. Ce qui fait la caractéristique d'un ingénieur qui arrive à savoir ce qu'il va faire de sa carrière, c'est d'apprendre à apprendre. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, la partie Green IT, bah, ça s'apprend. Ça s'apprend assez facilement. D'autant plus qu'en France, on a un vrai vivier de connaissances et de compétences, comme je nous le disais tout à l'heure. Donc, adhérez à Data for Good, adhérez à Boavista, faites en sorte si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, de monter en compétence là-dessus, et après de voir s'il y a des opportunités pour que, soit dans votre entreprise, vous puissiez créer un poste, ou alors d'aller vers des entreprises dédiées là-dessus. Mais globalement, je pense que c'est toujours intéressant d'être dans une approche que je dis toujours, d'être un ver chez les gris, plutôt qu'être un ver chez les verts. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est une climate tech, une entreprise qui travaille là-dedans,
C'est vrai qu'on va se faire plaisir, c'est plus facile, hein, on n'est qu'avec des gens qui vont être convaincus sur l'importance de l'impact et de la limitation, etc. Mais après, au final, c'est pas toujours si facile que ça, d'arriver à avoir vraiment un impact auprès des entreprises qui sont peut-être pas idéales en la matière. Être un vert chez les gris, c'est en interne, poser les bonnes questions, faire en sorte que, ouais, et puis après, identifier d'autres personnes qui sont verts et essayer de changer de l'intérieur. Je pense que la logique des insiders, à laquelle je crois énormément, est quelque chose de très important. Ça fait très sens. Ouais. Changer les choses de l'intérieur, c'est. Mon père me disait la même chose aussi. C'est monte, évolue et fais tes preuves et ensuite change les choses. C'est une bonne manière de faire. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur AWS, d'un côté technique, architecture, ou même d'un côté développement, enfin de Green IT et développement durable, où est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations? Est-ce que ce serait ton LinkedIn ou est-ce qu'il y a des pages spécifiques de AWS vers lesquelles on peut se tourner pour en apprendre plus? Alors, déjà, classiquement, on a la chance d'avoir un événement franco-français chaque année qui s'appelle l'AWS Summit, qui, donc, par exemple, a regroupé 12 000 personnes au Palais des Congrès cette année, au mois d'avril, et dans lesquelles il y a plus d'une centaine de sessions qui sont délivrées sur cette journée. C'est des sessions pour les techs, hein, voilà, essentiellement, 99%. Donc, habituellement, j'ai toujours au moins une session qui est enregistrée. Donc, il y a pas mal de sessions avec des témoignages clients. Par exemple, cette année, c'était Médiamétrie. Médiamétrie qui a une croissance des indicateurs assez forte, hein. C'est des milliards d'indicateurs par jour parce que maintenant, ils vont mesurer aussi les plateformes de streaming, en plus des chaînes de télé qui ont multiplié, etc. Et ils ont une vraie appétence et aussi très honnête sur la limitation de leur impact. Comment ils ont pu baisser leur impact de manière assez massive tout en ayant une croissance. Et donc, ils ont témoigné aussi là-dessus. Et puis après, ben, moi, j'explique avec certains de mes collègues tout ça. Donc, chaque année, il y en a au moins une. Donc, vous allez sur votre plateforme de streaming préférée et vous tapez AWS Summit Sustainability ou alors mon petit nom et vous trouverez des sessions qui présentent ça et qui parlent de ça. Très bien, et bien, je mettrai le lien en description. En tout cas, Philippe, merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir pu parler autant sur ce sujet de développement durable, surtout au sein d'AWS. Donc, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation et puis au plaisir. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode sur l'IA verte, le développement durable dans l'IA t'a plu, alors je te recommande la vidéo suivante. On découvre les agents IA avec un ingénieur expert dans le domaine. On comprend comment ça marche, ces IA qui peuvent prendre des décisions par elles-mêmes. Voilà, les agents IA, l'épisode sera à l'écran, en description, en commentaire épinglé sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir écouté, très bonne journée à toi.